Bonsoir à tous, bienvenue à vous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors tout au long de cette pandémie, l'obésité est également pointée du doigt en tant que facteur aggravant de l'infection Covid-19. Alors au Maroc, un Marocain sur 5 est en surpoids ou souffre d'obésité. Donc loin d'être une affaire de silhouette uniquement, l'obésité est une maladie multifactorielle et qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Parmi les approches pour en venir à bout, il existe une technique assez extrême qui passe par la réduction de la taille de l'estomac. Ça s'appelle la sleeve gastrique et on en parle tout de suite avec vous, docteur Oussama Alaoui Abdelaoui. Bonsoir docteur, comment ça va? Bonsoir Yasmine, bonsoir, ça va. Bonsoir à tout le monde, tous les auditeurs et téléspectateurs. Merci infiniment d'être avec nous en direct, docteur Alaoui Abdelaoui. Alors, d'abord, une petite définition de la sleeve. Une petite définition de la sleeve. La sleeve, c'est une intervention chirurgicale qui consiste en une réduction du volume gastrique, du volume de l'estomac. Ça fait partie des interventions ou de l'arsenal thérapeutique chirurgical de l'obésité, de la chirurgie de l'obésité, et qui consiste en une réduction du volume, c'est-à-dire du réservoir gastrique. Okay. Alors en gros, il y a, si vous voulez, deux grandes interventions de la chirurgie gastrique, de la chirurgie de l'obésité. Il y a celles qui agissent sur le réservoir, qui est l'estomac. Et ce sont les interventions dites de réduction, et il y a les interventions qui consistent en un petit montage chirurgical qui doit aboutir à détourner le bol alimentaire de son circuit normal. Ce sont les bypass en général, et donc qui agissent par un syndrome de malabsorption. On crée artificiellement une malabsorption. Et de ce fait, donc, l'organisme ne va pas bénéficier des nutriments absorbés. Ok. Alors, une question vraiment très bête. Permettez-moi cette question, docteur Oussama Alaoui. Quand on réduit la taille de l'estomac... Question bête. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que nous n'avons pas tous la même taille, un estomac de la même taille? Qu'est-ce qui se passe chez la personne dite obèse? Est-ce que son estomac se distend, se détend? Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, ce n'est pas une question de taille de l'estomac de l'obèse ou pas. En fait, l'estomac, il a une taille. On parle, ce qu'on vise à réduire par cette sleeve gastrectomie, c'est de diminuer le réservoir, c'est-à-dire le réservoir gastrique, que l'estomac soit dilaté ou pas. Il faut qu'on diminue le réservoir, la taille du réservoir de telle façon à ce que ce réservoir reste très petit, de l'ordre d'une trentaine à 50 millilitres. Et cette intervention vise donc par cette réduction gastrique à diminuer le réservoir et par ce fait de diminuer la sensation de faim d'une part et d'augmenter surtout la sensation de satiété. C'est-à-dire que le patient qui a subi une sleeve gastrectomie, il suffit qu'il mange 2-3 bouchées de son repas pour qu'il sente ou ressente une satiété et qu'il n'ait plus envie d'aller manger plus. Okay. C'est ça l'effet recherché. Alors, est-ce que ça semble justement être une solution miracle au problème de l'obésité? Or, l'obésité est une maladie multifactorielle. Est-ce que ça suffit, c'est suffisant pour soigner la pathologie en elle-même, dans sa globalité? Écoutez, Yasmine, il faut prendre l'obésité comme une maladie à part entière. Malheureusement, chez nous, on ne considère pas encore cette maladie comme une entité à part entière, c'est-à-dire que c'est une maladie. Elle a plusieurs facteurs qui interfèrent. Et pour traiter l'obésité, il faut s'y mettre à plusieurs. C'est-à-dire que c'est une prise en charge qui doit être faite en concertation pluridisciplinaire. Il doit y avoir un endocrinologue, un nutritionniste, un cardiologue, en fonction des morbidités ou des comorbidités qui sont
très fréquentes, très nombreuses et très difficiles à traiter. Donc on doit s'y mettre à tous pour traiter cette pathologie. Alors la chirurgie, malheureusement, il y a des pathologies qui... la majorité des patients qui suivent des régimes, ils trouvent énormément de difficultés à rester, je dirais, à rester concentrés sur le régime et à suivre convenablement ce régime. Et on assiste très souvent à ce qu'on appelle un effet yo-yo, c'est-à-dire que des malades qui ont au départ une volonté de faire un régime pour maigrir, ils vont faire ce régime, ils vont perdre du poids, mais ils ne vont pas pouvoir garder ce régime et ce rythme de vie pendant longtemps. Et ils vont lâcher le régime et ils vont reprendre le poids plus qu'ils n'en avaient perdu au cours du régime. Donc ils vont augmenter encore leur poids plus qu'au départ. Alors, la sleeve gastrectomie, est-ce que c'est une intervention miracle? Je dirais dans certaines mesures oui, parce qu'elle permet effectivement d'avoir une baisse de poids qui est très conséquente, très importante et très intéressante pour les patients. C'est une perte de poids qui est aux alentours de 70% de l'excès de poids, donc qui va être perdu au bout de 18 mois ou d'un an, 1 an et demi. Et c'est une intervention qui se fait sans chirurgie ouverte, c'est-à-dire qui se fait par cœlioscopie, ce qu'on appelle la cœlioscopie, c'est-à-dire par des petites, c'est une chirurgie mini-invasive par des petits trous de 5 à 12 mm. C'est une intervention qui ne nécessite pas un suivi à vie, contrairement à l'autre type d'intervention que sont les bypass, qui nécessitent des interventions bien entendu à vie, parce qu'il y a en plus des nutriments dont l'organisme ne va pas bénéficier. Il y a d'autres substances qui sont obligatoires ou qui sont essentielles pour le corps humain, que sont les vitamines, les oligo-éléments, etc. Donc la sleeve gastrectomie, elle permet, en enlevant juste la partie verticale de l'estomac, elle permet de faire maigrir les patients avec une perte de poids de 70% pratiquement de l'excès de poids, et ne nécessite pas un suivi à vie. Et donc le patient peut avoir une vie pratiquement normale en suivant bien sûr quelques consignes d'alimentation et une hygiène de vie correcte. Et elle permet effectivement, elle permet surtout aux malades d'avoir ce petit coup de pouce qui est très important, parce que les patients, il ne faut pas oublier que les patients obèses, leur préoccupation et leur préoccupation essentielle, c'est cette perte de poids initiale, c'est-à-dire si on leur donne ce coup de pouce pour perdre suffisamment de poids pour se sentir exactement, c'est un bon catalyseur qui leur permettra de se retrouver, de retrouver une image corporelle, de faire baisser ou d'éviter tous les comorbidités et les inconvénients de l'obésité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus des comorbidités physiques, je dirais, que ressentent les patients, que sont les complications vasculaires, cardiovasculaires, articulaires, respiratoires et tout, il y a une autre composante qui n'est pas des moindres, c'est la composante psychique, c'est le regard de l'autre, c'est des gens qui n'ont plus de vie sociale quasiment, qui vont se livrer à des addictions pour essayer de compenser. Donc c'est un processus ou c'est une maladie vraiment qui touche à peu près toutes les composantes physiques et mentales aussi. Alors, pour conclure justement, docteur Oussama Alaoui, est-ce que c'est une chirurgie ou on va dire une méthode qui donne des résultats à vie? Est-ce qu'il n'y a pas de retour en arrière? C'est-à-dire retour en arrière. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de prise... Pardon, alors j'ai du mal à m'exprimer. Est-ce qu'il n'y a pas de prise de poids sur le long terme? De regain de poids en quelque sorte? Écoutez,
il faut que le patient adhère à ce traitement, parce qu'il ne suffit pas que le patient se fasse opérer pour qu'il relâche ses habitudes, ses bonnes habitudes, je dirais. Je vous donne un exemple. Un patient qui subit une sleeve gastrectomie et qui va s'alimenter un petit peu n'importe comment, à savoir, par exemple, s'il prend des jus fruités ou chocolatés ou du chocolat ou des jus sucrés, etc., même avec l'acide, il va reprendre du poids. Ça, c'est une évidence. Donc, il faut que le patient adhère à ce rythme, à un rythme de vie, qu'il change radicalement ses anciennes habitudes qui étaient néfastes. Donc il faut qu'il adhère à ce traitement. Si on voit, d'ailleurs ça fait partie des contre-indications au traitement, c'est-à-dire quand on voit qu'un patient ne peut pas adhérer soit du fait de son incapacité à comprendre un suivi correct, un régime correct, ou alors pour des raisons qui le dépassent, si on voit que le patient ne peut pas suivre, on n'opère pas de ces patients-là, tout simplement. Et je vais rebondir sur le fait, vous m'aviez dit tout à l'heure, le miracle de la sleeve. On peut considérer qu'effectivement c'est un miracle pour une catégorie de patients. Ce sont les patients, les diabétiques de type 2. Parce qu'effectivement, il s'est avéré que la sleeve, elle permet de guérir, je dis bien de guérir, des patients diabétiques de type 2, toujours, plus que tout autre traitement. Et des patients, les obèses qui ont subi une gastrectomie, sont préservés dans plus de 80% de cas du diabète de type 2, qui n'est pas une complication des plus rares. Merci infiniment. Donc c'est véritablement, actuellement, il y a Merci beaucoup, Dr Oussama Alaoui, d'avoir été en direct avec nous. On vous rend à vos patients qui vous attendent, puisque vous faites l'émission en direct avec nous depuis votre cabinet. Merci, Sidi. Bonne soirée. Merci, Lalla. Je vous en prie. Merci infiniment. Bonne journée. À vous aussi. Alors, on enchaîne sans transition avec les sports de l'extrême et un challenge qui a été relevé il n'y a pas longtemps, le week-end dernier, par le nageur et sportif Ironman marocain Hassan Baraka. Hassan Baraka, bonsoir. Bonsoir Yasmine, comment ça va? C'est un plaisir toujours d'être présent sur Média. Très bien, Merci. Je me réchauffe. Exactement, ça c'est bien dit. Alors Hassan Baraka, vous avez réalisé le week-end dernier une nage de 1600 mètres en eau glacée, soit la limite autorisée par l'International Association of Ice Swimming. C'est bien ça? Oui, alors j'ai nagé, c'était le jeudi 21, donc 1609 pour être précis, parce que c'est un ice mile, voilà. Donc c'est la distance, l'équivalent britannique du mile, c'est 1609. Et donc, moi et donc Fayrouz, on a organisé un événement qui est le Ice Swimming Morocco depuis déjà 3 ou 4 ans. Et on avait certifié donc, le fait que des nageurs britanniques et étrangers avaient pu réaliser cette distance-là. On a certifié 5 nages de Ice Mile. Et puis, ça me tenait à cœur de pouvoir inscrire le nom du Maroc dans ce cercle fermé des nageurs l'ayant fait. Et donc, je me suis entraîné depuis déjà plusieurs mois. J'avais fait cette participation au championnat du monde en Russie en 2019, où j'avais participé à des distances plus courtes. Mais là, ça fait 3 mois que je m'entraîne de façon assidue, que ce soit une préparation mentale et une préparation donc, physique, pour pouvoir réaliser ça. Et puis, en 34 minutes et 36 secondes, j'ai pu aller à bout de ce défi qui pour moi était le plus difficile de tout ce que j'ai accompli. Alors justement, Hassan Baraka, on peut voir des images de vous pendant les entraînements et on voit beaucoup de neige. Donc vous avez nagé dans la région, vous avez relevé ce défi dans la région de Khnifra. Comment vous vous êtes préparé à relever ce challenge? On sait qu'on était pendant une période en confinement, c'était l'été il n'y a pas longtemps, donc il n'y avait pas ces conditions extrêmes qui pouvaient vous permettre de vous préparer à des températures aussi basses. Comment vous avez mené votre entraînement? D'accord. Alors tout d'abord, c'est vrai que pour pouvoir m'entraîner dans la région, et depuis, je vous dis, ça fait 3 ans que je vais nager dans la région de Khnifra, et là, c'est en l'occurrence le lac de Aigle Mamezgza. J'ai vraiment eu le soutien des autorités locales qui m'ont toujours soutenu, même là pour mes entraînements. Malgré les chutes de neige, j'ai eu la possibilité
de pouvoir aller m'entraîner et je les remercie pour ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que principalement, j'ai entraîné comme on s'entraîne normalement, c'est-à-dire il faut faire du volume kilométrique pour pouvoir être en bonne forme physique le jour J, parce que vous allez voir que le cardio est important. On nous demande de faire un ECG, un électrocardiogramme, des mois auparavant, et j'ai aussi fait des tests médicaux 2 heures avant ma nage. Mais le plus important, ça a été le travail mental. Je suis suivi donc par un partenaire qui s'appelle Upad Coaching, qui m'a soutenu mentalement et qui a fait avec moi de la sophrologie. Et c'était important de pouvoir me projeter dans ces eaux-là, remémorer ce que j'ai vécu en Russie et essayer de le transposer à cette nage-là, mais sur une distance beaucoup plus longue. Mais surtout, j'ai fait des exercices de respiration qui m'ont énormément aidé. Lorsqu'on développe la capacité cardio-pulmonaire, on peut mieux se confronter et gérer ce genre de défi. Et puis travailler les ancrages. Vous savez, moi, 1 heure avant ma nage, j'étais en train de me réchauffer au bord du feu pour pouvoir emmagasiner le maximum de chaleur possible pour ce qui m'attendait. Voilà, donc il a fallu travailler tout ça en amont. Alors, justement, Hassan Baraka, qu'est-ce qu'on va chercher en tant qu'individu lorsqu'on on relève ce genre de challenge? C'est-à-dire que 1600 mètres, ça peut paraître pas beaucoup, mais nager ça dans une eau à 4 degrés, ça c'est de l'extrême. Donc qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Avant de vous répondre, mais c'est important que vous ayez cette information. Vous savez, j'ai relevé les 7 marathons en 7 jours sur 7 continents et j'ai fait un ultraman qui a duré 3 jours. Mais les 34 minutes qu'on durait cet Ice Mile ont été beaucoup plus difficiles que les 3 jours de l'ultraman ou les 7 jours du World Marathon Challenge, là, sans aucun doute. Donc, qu'est-ce que je vais rechercher, la vérité? Là, j'ai reçu pas mal de commentaires sur mes réseaux sociaux et je remercie ces gens-là. Et j'ai répondu à une question dans ce sens-là. Et ma réponse a été qu'en fait, nager dans de l'eau froide, ce n'est pas le défi. Le défi, en fait, c'est de pouvoir, de jour en jour, essayer de se surpasser, de donner le meilleur de soi-même, et donc de tous les matins se réveiller et travailler pour atteindre un objectif. Mon objectif, c'était de faire un Ice Mile et d'inscrire le nom du Maroc dans ce cercle très fermé. Et donc, j'y ai travaillé, j'ai travaillé dur pour le faire. Et je suis très satisfait du résultat, mais surtout aussi d'être allé chercher un peu plus on va dire, de connaissances sur moi-même. Je vous disais hier à la radio, donc j'ai aussi eu l'occasion de passer avec vous à la radio hier, je vous disais que on dit que le plus grand voyageur, c'est celui qui fait pas le tour du monde, mais c'est celui qui fait le tour de soi-même une seule fois. Et donc moi, même si j'étais partout dans tous les continents, je retrouve en fait dans cette pratique d'eau glacée, de l'introspection et de la découverte de moi-même, et je vais puiser au plus profond de mes forces et je me découvre et c'est vraiment passionnant. Voilà. Alors vous avez dit une chose sur laquelle je souhaiterais rebondir avec vous, Hassan Baraka. Vous avez dit à chaque fois je vais chercher un petit peu ces challenges et j'essaie de trouver le nom d'un Marocain et quand je ne le trouve pas, j'essaie d'accrocher le drapeau du Maroc à ces challenges. Qu'est-ce que ça représente pour vous justement? C'est très important et les racines pour aller de l'avant, il faut pas s'ancrer dans le passé, certes, mais les racines sont hyper importantes pour pouvoir aller de l'avant. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et l'objectif, il faut pas se limiter à me voir nager de l'eau froide. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment motiver toute personne à se dire que ce qui de prime abord paraît impossible, avec de la force de volonté et de la constance, on peut l'accomplir. Et c'est ce que je veux moi transmettre à mes concitoyens, mes compatriotes. Et l'idée, c'est vraiment ça. Donc moi, il y a 7 ans, lorsque j'ai rallié les États-Unis et la Russie en nageant entre les 2 îles Diomède, je portais une combinaison néoprène qui faisait 4-5 mm d'épaisseur pour éviter le froid et je me sentais incapable de pouvoir nager dans de l'eau glacée et autant de temps. Et pourtant, 7 ans après, j'ai été capable de le faire. Donc ce qui de prime abord est impossible finit par le devenir. Voilà, c'est ce que je veux transmettre comme message. Alors la nuance, c'est que justement, ce dernier challenge, c'était sans combi. Voilà, c'était sans combi. Donc il faut savoir que ça peut paraître un peu choquant, mais j'ai vraiment pris plaisir dans le sens où moi j'ai souffert, ça je ne dis pas l'inverse, mais lorsque l'on apprivoise le froid, parce que le premier risque de décès dans ces conditions-là, c'est que c'est le choc thermique que l'on reçoit. C'est que l'on tombe dans l'eau froide, on a un choc thermique et notre cœur n'est pas prêt. Mais lorsqu'on se prépare à cela, il faut trouver un moment où on arrive à se relâcher dans cette eau-là. Et quand on arrive à se relâcher,
on peut continuer à nager au moins une vingtaine de minutes où on ressent, on va dire, une certaine euphorie. Mais surtout, ce qui a été la plus grande difficulté, ça a été la somnolence que j'ai vécue, parce qu'il fallait, après chaque mouvement de bras, lutter contre le fait que le corps essaye de s'endormir. Ça, c'est le froid. Ça, c'est l'effet du froid. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous, Hassan Baraka. Merci beaucoup. Je suis dans l'obligation de rendre l'antenne tout de suite. Merci beaucoup et un petit clin d'œil à votre épouse Fayrouz, parce que vous l'avez nommée tout à l'heure. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, c'est votre femme, justement, et c'est votre coéquipière dans cette belle aventure de challenge et de sport. Et de toute l'organisation d'événements. Et de l'organisation. Merci beaucoup, Hassan. Au revoir, bonne soirée. Un grand merci à vous en régie, les amis, d'avoir tenu le coup pour ce petit débordement. Et puis un grand merci à vous qui nous suivez en direct ce soir sur Média TV. Et je vous retrouve demain à 18h30.